Claire Moreau avait 32 ans, mais son reflet dans la vitre du métro parisien semblait en porter 10 de plus. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches passées à compter les centimes, à réécrire son CV, à postuler à des dizaines d'offres qui ne menaient nulle part. Le bruit des roues métalliques sur les rails ne la sortait pas de sa torpeur. Son manteau était trempé, ses bottines laissaient filtrer l'eau, et ses mains serraient nerveusement une pochette plastique contenant les documents qu'elle présenterait, une fois de plus, à un employeur qui, probablement, ne lui répondrait jamais. Depuis qu'elle avait perdu son poste de coordinatrice administrative dans une start-up pharmaceutique, 6 mois plus tôt, Claire avait tenté tous les recours, les agences d'intérim, les candidatures spontanées, les aides de l'État, les petits boulots mal payés, les missions ponctuelles. Rien n'avait tenu plus de quelques jours. Le chômage ne couvrait plus son loyer, ses économies étaient épuisées, et la lettre de relance du propriétaire annonçait clairement la prochaine étape, l'expulsion. Son appartement de Montreuil, un minuscule studio au 6e étage sans ascenseur, était devenu une prison sans fenêtre. Chaque matin, elle se réveillait avec le poids de l'angoisse écrasant sa poitrine. Elle vivait dans un silence oppressant, entre les murs nus, entourés de boîtes empilées, prêtes à partir, mais sans destination. Elle n'avait plus d'illusions, seulement des routines de survie. Ce matin-là, pourtant, elle s'était levée avec une étincelle fragile d'espoir. Une annonce en ligne, publiée à minuit par un hôtel de luxe situé dans le 8e arrondissement, mentionnait une vacance urgente pour un poste de réceptionniste. Aucun prérequis impossible, pas d'expérience irréaliste exigée. Simplement, quelqu'un de sérieux, parlant anglais, disponible immédiatement. Claire avait répondu à 3 heures du matin. À 7 heures, elle recevait un mail confirmant un entretien à 10 heures précises. Elle n'avait pas hésité. Elle avait enfilé son tailleur noir, le seul encore en bon état, et avait attrapé un parapluie brisé. La pluie battante ne lui avait laissé aucun répit pendant son trajet jusqu'à la station Saint-Augustin. En sortant du métro, elle avait couru jusqu'à l'entrée majestueuse de l'hôtel, les jambes tremblantes, les cheveux en désordre malgré sa tentative de les discipliner. La façade imposante lui avait donné le vertige. Des colonnes blanches, des portiers en uniforme, un tapis rouge déroulé sous une marquise en fer forgé. Claire s'était arrêtée un instant sous l'auvent pour reprendre son souffle, se recoiffer tant bien que mal et sécher ses mains humides sur la doublure de son manteau. Elle pénétra dans le hall, inspirant profondément le parfum discret du lieu, un mélange de cire, de fleurs fraîches et de luxe feutré. Son regard glissa sur les lustres de cristal, les fauteuils en velours vert foncé, et les employés qui évoluaient avec une élégance presque irréelle. Elle se sentait déplacée, mais elle n'avait pas le choix. Une hôtesse à l'accueil lui indiqua, d'un geste professionnel, le couloir de gauche vers les salles de conférence. Claire remercia, se dirigea vers les ascenseurs, hésita devant les portes, puis opta pour l'escalier, espérant éviter de croiser trop de monde. « La salle numéro 3 », disait le message. Elle trouva une plaque discrète. « Salon émeraude ». La porte était entr'ouverte. Des voix en anglais s'en échappaient. Claire jeta un œil à l'intérieur et vit une disposition impeccable. Une table en U, des bouteilles d'eau, des chemises cartonnées. Un homme en costume sombre parlait d'une voix calme, en anglais impeccable. D'autres candidats étaient assis, concentrés. Claire fronça les sourcils. Était-ce vraiment l'entretien pour la réception de l'hôtel? Quelque chose clochait. Elle voulut refermer discrètement la porte pour vérifier les indications, mais déjà, une voix l'appelait. « Mademoiselle Moreau? Claire Moreau ?» Elle se figea. Un homme blond, la cinquantaine distinguée, lui faisait signe d'entrer. Les autres regards se tournèrent envers elle. Il n'y avait plus moyen de reculer. Elle s'avança, s'excusa d'un sourire crispé et alla s'asseoir à la place indiquée. Son cœur battait à tout rompre. L'entretien avait déjà commencé. Les questions étaient précises, exigeantes, posées en anglais. Tout parlait de représentativité, de diplomatie, de tenue en public. Claire ne comprenait pas le rapport avec la réception, mais elle répondit avec ce qu'elle avait. Son instinct, son calme, sa capacité à improviser. Elle adapta ses réponses, évita de mentir sans jamais dire toute la vérité. Elle observa les autres, leur assurance, leur allure, et tenta de reproduire la même posture. À la fin, on lui demanda de patienter. Elle attendit dans un salon adjacent pendant que les évaluateurs délibéraient. Elle entendit des éclats de voix étouffés. Puis, le même homme revint vers elle, son expression impassible.
Vous êtes l'une des finalistes. Nous vous recontacterons demain pour la suite du processus. » Claire hocha la tête, trop choquée pour parler. En sortant de l'hôtel, elle fut de nouveau happée par la pluie. Elle s'assit sur un banc sous un abribus désert et laissa l'eau couler sur son visage. Une finaliste. Pourquoi, exactement? Elle n'en avait aucune idée. Le lendemain matin, Claire se réveilla dans son studio gelé, recroquevillée sous une couverture fine qui ne suffisait plus à la protéger de l'humidité des murs. Sa boîte mail était ouverte sur l'écran fissuré de son ordinateur portable et la lumière bleutée de l'écran projetait une pâleur étrange sur son visage fatigué. Une seule nouvelle notification clignotait. Elle cliqua sans attendre. Le message était bref, formel et signé par un certain Edward Blake, coordinateur des recrutements internationaux. Il la félicitait pour avoir été sélectionnée parmi les finalistes et lui proposait un second rendez-vous, cette fois pour la signature d'un pré-contrat dans une salle privée du même hôtel, le lendemain à 14 h. Claire relut le message 3 fois. Aucun détail sur le poste, aucune mention de réception, d'horaire, de tenue exigée. Seulement une consigne de discrétion et une adresse. Un numéro de téléphone était inscrit en bas, mais elle n'osa pas appeler. Elle savait déjà qu'elle n'était pas à la bonne place. L'erreur de la veille était évidente. Elle était entrée dans une réunion qui n'était pas la sienne. Et pourtant, elle avait été retenue. Était-ce une méprise de leur part? Un test étrange? Ou bien avait-elle, par miracle, réussi à convaincre malgré le malentendu? Aucune réponse n'émergeait de ce flot de questions. Elle passa la journée à tenter de décrypter ce que cela pouvait signifier. Ses recherches en ligne ne donnaient rien. Le nom de Blake n'apparaissait sur aucun site officiel de l'hôtel. La société mentionnée dans l'adresse mail, Al Thuraya Group, ne semblait pas être liée à l'hôtellerie, mais à des investissements privés au Moyen-Orient. Les quelques pages qu'elle trouva en anglais parlèrent d'opérations diplomatiques, de fonds souverains, de stratégies d'image. Plus elle lisait, moins elle comprenait. À 14 h pile, elle poussa de nouveau la porte de l'hôtel. Cette fois, elle portait une robe bleu marine et une veste claire empruntée à une ancienne collègue qui l'avait aidée sans poser de questions. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, mais sa nervosité la tenait droite. Le portier, comme s'il l'attendait, lui indiqua un ascenseur réservé. Elle monta jusqu'au dernier étage, où une hôtesse la guida dans un couloir tapissé de soie beige. On la fit entrer dans une salle de réunion minimaliste, éclairée par la lumière naturelle d'une baie vitrée. Edward Blake était là, assis derrière une table de bois foncé, un dossier devant lui. Il se leva pour la saluer avec une politesse neutre mais attentive. Il parlait français avec un léger accent britannique, précis, presque sans faute. « Merci d'être venue, mademoiselle Moreau. Je vais vous présenter les conditions générales du contrat, mais avant toute chose, je dois insister sur un point. Ce que vous entendrez ici ne devra être divulgué à personne. Tout ce que vous direz ou apprendrez à partir de cet instant est soumis à une clause de confidentialité stricte. Si vous acceptez cela, nous pourrons poursuivre. » Claire hocha la tête, le cœur serré. Blake lui tendit une feuille à signer. Le document, en français, stipulait que toute communication, verbale ou écrite, concernant la nature du poste ou les événements liés à cette mission, entraînerait des poursuites judiciaires. Elle signa, les mains moites, sans poser de questions. Elle savait que son acte frôlait l'inconscience, mais elle n'avait plus rien à perdre. Blake ouvrit alors le dossier et lui montra une série de documents. Le contrat en lui-même ne mentionnait pas de titre de poste clair. Il parlait de collaboration temporaire, de représentation sociale dans un cadre diplomatique privé et de séjour encadré à l'étranger d'une durée de 6 à 8 semaines. Le salaire mensuel proposé était de 12 000 € net d'impôts. Logement, vêtements, transport, tout pris en charge. Une avance de 3 000 € serait versée dès la signature. Le lieu de la mission? Dubaï, Émirats Arabes Unis. Claire faillit rire. Ce n'était pas une offre, c'était une absurdité. Elle cherchait un emploi stable à Paris, pas une mission obscure à l'étranger. Et pourtant, elle resta silencieuse, relisant les clauses une par une. Aucune mention de tâches précises. Seulement des formules vagues sur la discrétion, la présentation, l'adaptabilité. Une date de départ, dans 5 jours. Blake la laissa lire en silence, puis ajouta calmement « Vous avez été choisi pour votre profil atypique. Nous recherchions quelqu'un sans attache visible, à l'apparence discrète mais présentable, avec une maîtrise suffisante de l'anglais
et une certaine prestance. Vous correspondez à ces critères. Si vous acceptez, nous procéderons immédiatement à la mise en route de votre dossier. Si vous refusez, je vous remercie de ne rien divulguer et de considérer cette rencontre comme n'ayant jamais eu lieu. Claire se sentit prise dans un piège invisible. Elle songea à ses dettes, au préavis qu'elle ne pourrait pas payer, à la solitude étouffante de son studio. 12 000 €, une saison dans un autre monde, peut-être une erreur monumentale, peut-être une chance. Le vertige était tel qu'elle ne se reconnut pas lorsqu'elle répondit « J'accepte ». Le reste se déroula comme dans un rêve mal cadré. Elle signa. On lui remit une enveloppe avec la somme promise en liquide. On prit une photo d'elle contre un mur neutre. On lui expliqua que son passeport serait nécessaire dès le lendemain pour l'obtention d'un visa diplomatique provisoire. Elle reçut une liste d'affaires à emporter, un contact d'urgence et un numéro à appeler en cas de doute. Aucun nom de client, aucun détail personnel. Seulement un vol prévu pour le dimanche suivant, à 15 h. En sortant de l'hôtel, l'enveloppe serrée dans sa main, elle ne sentit même pas la pluie qui recommençait à tomber. Elle traversa la ville comme une automate, monta les escaliers de son immeuble sans remarquer la nouvelle lettre du propriétaire coincée dans la porte. Elle s'assit au bord de son lit, ouvrit l'enveloppe, compta les billets une à une. 3 000 €, réels, tangibles. Elle pleura sans bruit, incapable de savoir si c'était de soulagement ou de peur. Les jours suivants passèrent dans une tension sourde. Elle fit une valise sobre, acheta quelques articles essentiels, évita de parler à ses rares contacts. Elle donna une fausse excuse à son assistante sociale, écarta toute tentative de question de la part de ses anciens collègues. Tout semblait irréel, jusqu'à ce dimanche, lorsqu'elle monta à bord d'un avion en direction d'un monde inconnu, sans savoir qu'elle venait de dire oui à bien plus qu'un emploi. Lorsque Claire descendit de l'avion, la chaleur sèche de l'aéroport international de Dubaï lui frappa le visage comme une vague invisible. C'était une sensation étrangère, presque violente, après l'humidité glaciale de Paris. Elle serra la poignée de sa valise avec nervosité, les épaules tendues, le dos endolori par les heures de vol. Tout semblait réglé à la minute près. À peine avait-elle passé le contrôle douanier, accompagnée par un assistant vêtu d'un costume impeccable, qu'on l'escorta sans un mot vers une voiture noire aux vitres teintées, moteur allumé, climatisation déjà en marche. À l'intérieur, une bouteille d'eau, une enveloppe avec son nom inscrit en lettres d'or et un petit badge d'identification sans photo. Elle hésita à ouvrir l'enveloppe. Elle le fit quand même. Le contenu était encore plus énigmatique que le reste. Un petit guide en anglais sur les bonnes pratiques diplomatiques dans les environnements sensibles, une liste de prénoms à retenir, des consignes sur la posture, les silences, l'art de répondre sans répondre. Et au centre, une feuille à en-tête officielle datée du jour même. Votre mission commence dès votre arrivée à la résidence principale. Aucun détail ne doit être transmis à quiconque à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vos déplacements seront encadrés. Votre sécurité est garantie. En cas de doute, vous devez contacter le référent désigné. Toute désobéissance entraînera la résiliation immédiate du contrat et la restitution intégrale des sommes perçues. Pas de nom de référent, pas de numéro, seulement une mention manuscrite au stylo noir au bas de la page. Bienvenue. La voiture roula pendant près d'1 heure. À travers les vitres, Claire ne vit qu'un paysage brûlant de modernité. Autoroute parfaite, panneaux en arabe et en anglais, silhouettes de gratte-ciel immenses, palmiers alignés au cordeau, zone désertique aux couleurs de sable clair, puis enfin, un portail en fer forgé gardé par des hommes en costume. Le véhicule ralentit, les portiers s'approchèrent, vérifièrent rapidement son badge et ouvrirent. Ce qui suivit n'avait rien à voir avec les images qu'elle connaissait de Dubaï. La résidence n'était pas un hôtel, ni une simple villa. C'était un véritable palais moderne, mélange d'architecture traditionnelle et de design contemporain. Des dômes discrets, des colonnes blanches, des bassins d'eau intérieurs, des couloirs silencieux recouverts de tapis épais. Claire marcha derrière un majordome jusqu'à une suite où l'attendait une garde-robe entière, des bijoux, des parfums, du maquillage et un téléphone sécurisé posé sur un coussin de velours. Sur le lit, une robe beige longue, élégante, sans extravagance. À côté, une note, tenue exigée pour le dîner de ce soir. Elle n'avait encore vu personne, entendu aucune voix familière. Et pourtant, tout dans ce lieu semblait prêt pour elle, pensé pour elle. Le dîner, selon le majordome, aurait lieu à 20 heures précises.
Elle aurait tout le temps nécessaire pour se préparer. On lui servit un thé délicat, puis un repas léger. Elle mangea seule, assise sur une terrasse intérieure, le regard perdu sur les arches de pierre blanche qui encadraient un jardin géométrique. L'air était chaud mais supportable. Une brise douce rendait le silence presque agréable. Pourtant, chaque minute augmentait la tension dans sa poitrine. À 20h moins 10, elle enfila la robe, remit ses cheveux en ordre et suivit une domestique silencieuse qui la mena jusqu'à une salle à manger vaste, mais étrangement intime. Une grande table de marbre, éclairée par des luminaires suspendus au style minimaliste. Et là, debout près de la fenêtre ouverte, un homme seul, grand, vêtu d'une tenue traditionnelle beige clair, le visage partiellement tourné vers l'extérieur. Lorsqu'il se retourna, Claire vit un regard direct, calme et pourtant inaccessible. « Mademoiselle Moreau, je suis Karim Al-Saïd. » Sa voix était posée, sans empressement, avec un accent léger mais reconnaissable. Il parlait un français fluide, presque naturel. Il lui tendit la main qu'elle serra brièvement. Il lui proposa de s'asseoir. Un serviteur apparut pour servir un repas raffiné, silencieusement. Pas de vin, pas de toast, pas de petits rituels occidentaux. Le dîner débuta dans un calme presque dérangeant. Claire n'osa pas poser de questions. Karim, lui, ne lui posait pas de questions personnelles. Il parlait par fragments, en évoquant la mission, le protocole, la nécessité d'une représentation équilibrée. Puis à mi-repas, il formula enfin la phrase qui allait tout clarifier, ou presque. Dans 2 jours, je dois apparaître en tant qu'homme marié devant une délégation d'investisseurs européens. Vous serez ma femme. Temporairement, bien entendu. Claire s'arrêta net. Elle le regarda, attendant un sourire ironique, une forme d'humour. Il n'y en avait pas. Tout dans sa posture, dans le ton de sa voix, indiquait le sérieux. Elle reposa sa fourchette sans toucher à la viande qu'on venait de lui servir. « Vous voulez que je joue le rôle de votre épouse ?» « Exactement. Le mot important ici, c'est « rôle ». Il ne semblait ni excusé ni détaché. Il constatait simplement une réalité, comme s'il parlait de météo ou d'un contrat commercial. Il expliqua ensuite que sa famille, bien que respectée, avait récemment attiré des critiques sur la scène internationale. Une série de décisions économiques jugées conservatrices, des tensions avec certaines figures européennes et surtout une image de froideur, d'opacité. Les investisseurs ne demandaient pas de vérité, seulement une apparence de normalité rassurante. Une femme européenne, indépendante, polie mais discrète. C'est un signal, un message indirect que certains attendent. Rien de plus, vous n'aurez à répondre à aucune question directe. Votre rôle est social, pas intime. Votre nom restera le vôtre. Vous serez libre de partir au terme de l'accord. Mais pendant ces semaines, vous serez vue comme mon épouse. Claire n'arrivait pas à répondre. Elle ne comprenait pas pourquoi elle, précisément. Elle n'avait ni l'allure d'un mannequin, ni la prestance d'une diplomate. Elle n'était personne, une femme en fuite de sa propre vie. Était-ce justement cela, l'intérêt? Il ne développa pas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Karim soutint son regard longuement. « Parce que vous ne cherchez rien ici. Ni gloire, ni pouvoir, ni reconnaissance. Et cela, dans ce monde, vaut plus que tout le reste. » Le reste du dîner se déroula dans un silence plus lourd. Claire termina son plat par automatisme, hocha la tête au dernier mot de remerciement, puis fut reconduite à sa suite. Elle se déshabilla lentement, resta un long moment assise au bord du lit, la robe encore sur les genoux. Elle comprenait désormais pourquoi les conditions avaient été si floues, pourquoi la confidentialité était totale. Elle ne jouait pas un rôle de réceptionniste. Elle incarnait, pendant un temps défini, une fiction construite pour soutenir un empire invisible. Et, à cet instant précis, elle n'avait plus le choix. Claire passa une bonne partie de la nuit à fixer le plafond de sa suite, les yeux grands ouverts. Les draps étaient d'un coton fin, la chambre silencieuse et climatisée à la perfection, le lit immense et accueillant, mais elle n'y trouvait aucun réconfort. Le luxe qui l'entourait semblait froid, presque hostile. Le plafond blanc, orné d'un motif géométrique discret, devenait un écran où défilaient ses doutes. Elle se sentait à la fois spectatrice et actrice d'un théâtre dont elle ignorait les règles. Comment pouvait-on dormir paisiblement lorsqu'on venait d'accepter de devenir, même fictivement, l'épouse d'un homme dont on ne savait presque rien, dans un pays qu'on ne connaissait pas, dans un rôle si précis, si délicat,
qu'un mot de travers pouvait tout compromettre. Vers 5 heures du matin, elle se leva, traversa la suite pieds nus et ouvrit les rideaux. L'aube se levait lentement sur un jardin parfaitement entretenu, fait de haies basses, de fontaines alignées et de lanternes éteintes. Rien ne bougeait, même le vent semblait suspendu. Elle resta là, à observer les premiers reflets du soleil sur les dômes de marbre, se demandant combien de femmes avant elle avaient franchi cette même porte sans jamais être mentionnées. Une domestique apparut sans un mot pour lui apporter un petit déjeuner disposé sur un plateau en argent. Fruits découpés, thé fumant, dattes, pain tiède et miel. Elle mangea peu, plus par nécessité que par appétit. Vers 8 heures, on vint lui remettre un agenda imprimé, rédigé en anglais. Il détaillait ses prochaines obligations jour après jour. Essayage de tenue, cours intensifs de protocole, briefing sur les invités à venir, répétition de dialogue type, tout était programmé. Aucune place pour l'improvisation. Elle devait apprendre à incarner un rôle avec précision, à se mouvoir dans un univers diplomatique sans éveiller le moindre soupçon. On l'informa que sa première apparition publique se ferait lors d'un dîner officiel dans 3 jours, en compagnie d'investisseurs et de diplomates européens. Elle serait présentée comme l'épouse de Karim Al-Saïd, sans autre précision. La journée s'écoula dans un tourbillon de préparatifs. Elle fut confiée à une styliste qui lui présenta une série de tenues sobres et élégantes, choisies selon des critères précis. Aucun décolleté, pas de jupe au-dessus du genou, tissu noble mais discret, palette de couleurs neutres. Elle enchaîna les essayages sous l'œil attentif d'une assistante qui notait chaque détail sur une tablette numérique. Claire n'émit aucune objection. Elle se laissait porter, docile, comme un pion qu'on habillait pour une partie déjà commencée. Dans l'après-midi, un coach lui donna un cours accéléré sur les salutations protocolaires, les expressions à éviter, les postures corporelles. Elle apprit à marcher plus lentement, à maintenir une certaine distance dans les conversations, à sourire sans montrer trop de dents. Elle nota tout, appliqué, concentré, comme si sa vie en dépendait. En réalité, une partie d'elle avait accepté cette fiction comme on accepte un traitement radical, avec un mélange de peur et d'espoir. Ce n'est que le soir, lorsqu'elle fut convoquée de nouveau pour dîner, qu'elle revit Karim. Il l'attendait dans un petit salon privé, assis sur un canapé de cuir clair, un dossier ouvert sur ses genoux. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux, hocha légèrement la tête. « Vous vous adaptez vite. » Elle s'assit en face de lui, droite, les mains croisées sur ses genoux. « Je n'ai pas vraiment le choix, » répondit-elle. Karim referma le dossier, le posa sur la table basse. « Vous en avez plus que vous ne le croyez. Si à n'importe quel moment vous souhaitez mettre fin à l'accord, il vous suffit de me le dire. Je ne vous retiendrai pas. Votre présence ici est une faveur, pas une dette. » Claire soutint son regard. Ce n'était pas un mensonge, pas vraiment, mais elle savait que derrière ces mots se cachait une réalité plus complexe. Elle était déjà impliquée, déjà visible. Partir maintenant serait fuir sans comprendre. Et cela, elle ne le supportait plus. Je reste. Mais j'aimerais comprendre pourquoi moi. Pourquoi ne pas choisir une actrice, une professionnelle? Pourquoi une inconnue? Karim esquissa un sourire presque imperceptible. Parce que les professionnels jouent trop bien, ils deviennent suspects. Les gens comme vous, en revanche, ne savent pas mentir de manière parfaite. Ils réagissent avec sincérité. C'est ce qui rend l'illusion crédible. Vous ne jouez pas, vous êtes. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle se contenta de fixer les verres posés sur la table. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'était pas hostile. Il était chargé d'une tension étrange, faite d'observations mutuelles, de prudence et de curiosité. Karim rompit le silence en lui tendant un feuillet. Voici la liste des invités du dîner. Apprenez les visages, retenez quelques détails. On ne vous demandera rien de précis, mais chaque mot que vous prononcerez sera écouté, chaque regard interprété. Elle prit le document, lut rapidement les noms, les titres, les origines. Des hommes d'affaires allemands, des diplomates belges, un conseiller français, tous influents, tous liés à des projets en cours. Elle comprit alors que son rôle n'était pas décoratif, il était stratégique. Après le dîner, elle fut raccompagnée à sa suite. Cette fois, la chambre semblait moins étrangère. Elle connaissait désormais les coins, les objets, les textures. Elle ouvrit le dossier de Karim, relut les profils, mémorisa les noms, s'imprégna de l'univers auquel elle devait appartenir. Puis elle rangea tout, se coucha et ferma les yeux. Cette nuit-là,
Elle dormit. Pas profondément, pas sereinement, mais elle dormit, car elle avait compris une chose essentielle. Elle n'était pas simplement une femme embauchée pour jouer un rôle. Elle était une pièce dans une partie qui dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point ce jeu allait devenir dangereux. Le 3e jour arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Depuis son arrivée, Claire avait été maintenue dans une routine millimétrée, sans distraction ni contact extérieur. Chaque heure de sa journée avait été consacrée à des répétitions, des briefings ou des essais vestimentaires. Tout était orchestré avec une précision presque militaire. Mais malgré cette discipline imposée, elle sentait que quelque chose échappait à sa compréhension. Les mots que l'on utilisait autour d'elle étaient toujours neutres, jamais trop explicites. Le personnel restait courtois, mais distant. On l'informait, on la guidait, on la préparait, mais on ne lui expliquait jamais le fond. Son rôle était défini, ses mouvements contrôlés, mais le pourquoi restait nébuleux. Le soir du dîner officiel, Claire portait une robe couleur ivoire, fluide et sobre, avec un collier en or discret et des boucles d'oreilles assorties. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, selon les consignes reçues. Elle se tenait près de Karim, marchant à ses côtés comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. À l'arrivée dans la salle de réception, un grand espace orné de colonnes et de lumières tamisées, ils furent annoncés comme un couple marié, sans éclat, sans déclaration excessive. Les invités applaudirent poliment, certains murmurèrent entre eux. Karim gardait une expression sereine, claire, maîtrisée. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Claire, elle, souriait avec retenue, hochant la tête aux salutations, retenant les noms et les détails comme on retient les pas d'une chorégraphie dangereuse. Au cours du dîner, elle s'efforça de jouer son rôle avec une précision irréprochable. Elle parlait peu, écoutait beaucoup. Elle remarquait les regards qui s'échangeaient entre les convives, les sourires entendus, les silences lourds de sous-entendus. Elle comprit très vite que sa présence suscitait la curiosité. Certains invités observèrent son comportement avec une attention presque clinique. On attendait d'elle non pas des discours, mais une attitude, une image. Et elle comprenait de mieux en mieux pourquoi cette mise en scène avait été si minutieuse. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il s'était retiré dans un salon plus intime avec quelques invités triés sur le volet, Claire surprit une conversation chuchotée entre deux femmes d'affaires venues de Zurich. Elles parlaient de Karim avec admiration, mais aussi avec prudence. L'une d'elles évoqua à demi-mot les rumeurs sur son entourage féminin, les accords passés, les alliances rompues. Claire tendit l'oreille sans intervenir. Elle commençait à percevoir un schéma. Elle n'était pas la première à tenir ce rôle. D'autres femmes avaient été invitées dans ce cercle fermé, sous d'autres prétextes, pour d'autres raisons. Mais ce qui la troubla le plus fut la remarque suivante. Celle-ci reste plus longtemps que les précédentes, non? Il doit y avoir quelque chose qu'on ignore. Cette phrase resta gravée dans son esprit toute la nuit. De retour dans sa suite, elle s'assit devant le miroir et se démaquilla lentement. Les gestes mécaniques, le regard vide. Que voulait-on dire exactement? Qui étaient ces autres femmes et pourquoi son séjour semblait différent? Elle tenta de recoller les morceaux, mais l'image restait floue. Le lendemain, elle confronta Karim. Ce fut dans un moment de calme, après une réunion protocolaire, alors qu'il prenait un thé sur la terrasse principale. Il observait le jardin, l'air distrait lorsqu'elle prit la parole sans détour. « Dites-moi la vérité, je ne suis pas la première, et je ne suis pas là seulement pour adoucir votre image. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de moi ?» Il resta silencieux un moment, puis posa sa tasse avec soin. « Vous avez raison, vous n'êtes pas la première, mais vous êtes la seule à qui je parle de cette manière. » Claire ne baissa pas les yeux. « Alors parlez-moi. Je veux comprendre. Je mérite au moins ça. » Karim croisa les mains, réfléchit. Lorsqu'il parla, sa voix était plus lente, presque lasse. « Il y a des intérêts en jeu que vous ne pouvez pas imaginer. Des accords qui ne se signent pas seulement avec des chiffres, mais avec des impressions. Ici, l'image compte parfois plus que la réalité. Et il y a des pressions, des méfiances, des équilibres fragiles. Je ne suis pas libre de mes mouvements, comme vous pourriez le croire. » Claire pencha légèrement la tête. « Et ces femmes avant moi, elles faisaient aussi partie de ce protocole. Certaines oui, d'autres non. Certaines venaient de leur plein gré. D'autres étaient envoyées. Des tentatives. Des erreurs. Vous avez été une intuition. Et jusqu'ici, je n'ai pas regretté ce choix. » Cette réponse ne la satisfaisait pas, mais elle sentait qu'il ne lui dirait pas plus.
du moins pas maintenant. Pourtant, son attitude avait changé. Depuis le dîner, Karim lui adressait la parole différemment, moins formel, plus présent. Il lui posait parfois des questions sur sa vie à Paris, sur ses lectures, ses goûts. Rien d'intime, mais suffisamment personnel pour briser la glace entre eux. Il ne jouait plus seulement un rôle. Il observait, il écoutait. Claire, malgré elle, se surprit à lui répondre avec sincérité. Elle parlait peu d'elle, en général, mais avec lui, elle évoqua son ancienne vie professionnelle, ses études, son quotidien dans le studio à Montreuil, les cafés où elle allait lire pour fuir les murs trop étroits. Karim ne réagissait pas avec pitié, ni avec condescendance. Il semblait intéressé, parfois même admiratif. Ce léger basculement troubla Claire plus que tout le reste. Un soir, elle se retrouva seule dans la bibliothèque du palais, un espace feutré rempli d'ouvrages en plusieurs langues. Elle feuilletait un livre sur l'histoire du commerce arabe lorsqu'un employé discret lui apporta un nouveau dossier. À l'intérieur, des informations sur les prochains événements diplomatiques, mais aussi une fiche plus détaillée sur Salma Al-Zahra, une femme d'affaires influente des Émirats, proche de la famille Al-Saïd. Le dossier indiquait qu'elle serait présente à un dîner dans les jours suivants. Claire avait déjà entendu ce nom, et tout ce qu'elle lisait sur elle indiquait un pouvoir immense, construit à travers des alliances stratégiques et des prises de position fermes. En refermant le dossier, Claire comprit que les enjeux autour d'elle ne faisaient que commencer à se dessiner. Elle était prise dans une toile dont elle ne voyait pas encore les contours. Mais une chose devenait de plus en plus claire. Elle n'était pas ici par hasard. Elle avait été choisie. Et cette sélection cachait un but qu'on ne lui avait pas encore révélé. Le soir du dîner officiel, tous les éléments semblaient s'emboîter trop parfaitement. Au-dessous des chandeliers raffinés de la grande salle de réception, entourée d'invités au protocole millimétré, Claire évoluait à la fois comme sous acide et dans un rêve lucide. Son costume ivoire, parfaitement repassé, glissait silencieusement autour de ses contours, soulignant une silhouette qu'elle ne reconnaissait plus comme la sienne. Ce soir-là, elle était plus qu'une étrangère dans ce palais. Elle était devenue une pièce d'un jeu silencieux, dont elle ne percevait que les lueurs aveuglantes des projecteurs. L'image qu'on attendait d'elle ne souffrait d'aucune faille. Elle acquiesçait, répondait, souriait. Personne n'aurait deviné qu'elle vivait sur des dettes, qu'elle avait pleuré en comptant des pièces de monnaie ou qu'elle avait accepté un contrat dont le sens lui échappait. Les conversations dérivaient autour des affaires, des partenariats, des rapprochements stratégiques entre entreprises européennes et émiraties, comme si la table se voulait un pont invisible entre deux mondes. Les rires étaient contrôlés, les nuances calculées. Chaque geste semblait mesurer l'impact que l'image projetée pourrait avoir sur des compromis financiers encore invisibles. Claire ne parlait que lorsque c'était attendu. Ses mots étaient artificiellement choisis, sa posture rêche de justesse sous le regard vigilant de ceux qui l'entouraient. Elle ressentait parfois les regards posés sur elle, comme des filtres analysant son moindre geste, évaluant sa crédibilité. Puis, dans un moment fragilement isolé, deux femmes d'affaires de haut rang déambulèrent près d'eux. Leurs talons discrets tintaient sur le marbre poli, leur tenue était élégante, sobre, impeccable dans l'épaisseur du contexte. Leurs chuchotements portèrent jusqu'à l'oreille attentive de Claire. « Cette jeune femme, vous ne trouvez pas qu'elle demeure plus longtemps que les précédentes ?»« C'est vrai, » répondit l'autre. « Leur visite était plus courte, moins exhibée. Peut-être y a-t-il une raison qu'on ignore. » Leurs regards glissèrent sur Claire avec une nuance d'interrogation et un soupçon d'admiration voilée. Pas une curiosité, plutôt un calcul, cherchant à comprendre ce décalage, cette rareté. Étrangement, cette phrase la troubla davantage qu'elle ne l'offensa. Pourquoi elle, et surtout pourquoi si longtemps? Son rôle, depuis 3 jours, prenait des reliefs inattendus. Elle n'était plus seulement un accessoire de représentation, elle devenait peu à peu un pivot, comme si son identité dépassait la fonction qu'elle acceptait de jouer. Le lendemain, sous un ciel limpide et un soleil implacable, Claire maintint cette façade maîtrisée. Le palais, silencieux, battait au rythme feutré de serviteurs invisibles. Dans une terrasse aménagée en jardin, où le parfum des agrumes flottait dans l'air, elle décida de confronter la source de son malaise. Karim, présent, sirotait un thé dans un silence calculé. Il était moins distant qu'avant, l'instinct de contrôle amer s'adoucissait dans ses regards. « Dites-moi la vérité », articula-t-elle, la voix neutre, mais ferme. « Je ne suis pas la première femme ici. »
Et moi, je reste bien plus longtemps que les précédentes. Pourquoi? Expliquez-moi ce que vous attendez réellement de moi. » Il la contempla avec une absence d'étonnement, comme s'il attendait cette question depuis son arrivée. Il prit une longue inspiration, laissant l'air chaud l'attirer vers le sol de marbre. « Vous avez mis le doigt sur l'essentiel, » dit-il finalement, lentement. « Oui, vous n'êtes pas la première. D'autres sont venues, certaines de leur plein gré, d'autres poussées. Mais aucune n'a duré aussi longtemps. Aucune n'a tenu sous ce regard, aucune n'a conservé cette image. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « Je ne peux pas tout dire maintenant. Les raisons sont plus politiques que diplomatiques, ou peut-être l'inverse. Il y a des alliances économiques, des traités invisibles, des pressions sans trace écrite. Ce que vous représentez dépasse votre personne. Il s'agit de donner une apparence de stabilité à une opération tout en déséquilibre. Vous êtes une assurance non écrite, un modèle crédible et authentique dans un monde de façade. » Claire l'écoutait attentivement. Les mots glissèrent dans ses veines, laissant une conscience nouvelle à son rôle. Elle était devenue un symbole, activement. Cette réalisation, comme une pierre lourde, s'installa dans son esprit. Et avec cette prise de conscience, une transformation silencieuse s'opérait en elle. Sa posture, jusque-là soumise, se renforça. Ses réponses, jusque-là précises, devinrent plus personnelles. Il ne s'agissait désormais plus d'un rôle, mais d'un pacte. Au fil des jours, ce changement muta en subtil accord mutuel. Karim lui parlait désormais avec une nuance d'intimité nouvelle, évoquant des souvenirs de Paris, des livres, des villes endormies la nuit, de la pluie qui glisse sur les pavés. Ce n'était pas son métier, ceci, mais elle avait l'impression fragile d'être enfin vue, non plus comme une actrice, mais comme une personne réelle dans une fiction qui craignait de se fissurer. Elle osa évoquer des cafés, de vieux films, des musiques, sans trahir le protocole, sans franchir la ligne. Il répondit avec de mûre chaleur, sans hostilité, mais avec curiosité. Un matin, dans la bibliothèque feutrée du palais, où les livres semblaient absorber les mots comme on garde des secrets, un assistant déposa un dossier à côté d'elle. Le dossier, discret, contenait des informations sur Salma Al-Zahra, une figure influente des affaires et de la haute société locale. Claire se souvint des murmures, des noms coulés dans les discussions et des regards chargés de sous-entendus. Elle comprit que Salma n'était pas une simple invitée, mais une femme aux leviers invisibles et puissants, liée à son séjour dans cette maison de silence. Cette révélation, imperceptible comme une fissure dans la glace, fit basculer quelque chose dans son esprit. Elle n'était plus seulement dans un rôle étranger, elle était prise dans une intrigue bien plus vaste dont elle faisait partie sans le savoir. Et cette prise de conscience, paradoxalement, lui rendait une force nouvelle. Elle se tenait droite, dans le palais, avec un poids désormais assumé. Le jeu ne l'ignorait plus. Ou peut-être, désormais, elle ne l'ignorait plus. Le dîner diplomatique suivant se tenait dans l'une des ailes les plus anciennes du palais, une section rarement utilisée, ornée de boiseries sombres et de tapis persans aux motifs épais. L'ambiance y était volontairement plus formelle, plus solennelle, comme si chaque élément du décor avait été pensé pour impressionner. Claire, assise à la gauche de Karim, portait une robe bleu nuit et une expression étudiée, maîtrisée, mais au fond d'elle, une tension rampante s'installait. Les regards échangés, les chuchotements maîtrisés, les sourires retenus, tout portait à croire que quelque chose d'inédit allait se jouer ce soir-là. Elle ne tarda pas à comprendre ce qu'était cette nouveauté. Au moment où les invités furent invités à se rapprocher de la table principale, une femme fit son entrée dans la pièce. Elle ne portait ni couleur criarde ni parures excessives, et pourtant, son apparition provoqua une onde de murmures à peine contenus. Grande, droite, assurée, elle avançait comme si l'espace lui appartenait naturellement. Son regard, noir et perçant, glissait d'un invité à l'autre avec une précision chirurgicale. Lorsqu'elle arriva à la hauteur de Claire et Karim, elle ralentit à peine, inclina brièvement la tête vers l'homme, puis fixa Claire d'un regard trop long pour être innocent. « Salma Al-Zahra », annonça Karim d'une voix mesurée. « Je vous présente mon épouse, Claire. » Claire se leva à moitié, tendit la main avec une politesse figée. Salma l'ignora ostensiblement et répondit d'un ton neutre, presque acide. « Enchantée. C'est un plaisir de constater que les surprises ne manquent jamais dans cette maison. » Elle s'éloigna sans accorder un mot de plus, laissant derrière elle une tension froide. Karim resta impassible,
mais Claire sentit son propre cœur battre plus vite. Elle connaissait ce type de femme, pas personnellement mais intuitivement. Celle qui ne disait rien mais savait tout, celle qui ne faisait pas de bruit mais contrôlait les mouvements de la pièce. Salma n'était pas seulement une invitée. Elle était une figure centrale, une force à laquelle personne ne semblait vouloir se confronter directement. Plus tard dans la soirée, alors que le dîner touchait à sa fin, Claire s'éloigna quelques instants vers le jardin intérieur, cherchant un souffle d'air. Elle n'y resta pas seule longtemps. Salma la rejoignit sans préambule, comme si elle avait attendu ce moment avec patience. Elle se posta à ses côtés, observa le bassin central, puis brisa le silence. « Ce genre de rôle, vous convient-il vraiment, mademoiselle Moreau ? Ou dois-je dire, madame Al-Saïd ? Vous savez, les femmes comme vous ne tiennent pas longtemps ici, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles croient qu'elles sont en terrain neutre. Et ici, rien ne l'est. » Claire tourna lentement la tête vers elle. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle mesurait chaque mot, chaque silence. « Je suis ici selon un accord », répondit-elle simplement. Salma esquissa un sourire sans joie. Les accords ne valent rien lorsqu'ils menacent les équilibres. Et croyez-moi, votre présence menace plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous représentez dérange. Pas vous personnellement, mais ce que vous symbolisez. Vous pensez être un accessoire, mais vous êtes un obstacle. Réfléchissez bien à ce que cela implique. Elle s'éloigna aussitôt, comme une ombre élégante se fondant dans le décor. Claire resta seule, glacée par les implications de cette conversation. Ce n'était pas une simple mise en garde, c'était un avertissement. Non pas sur un danger physique, mais sur une guerre silencieuse, où chaque mot pouvait être une déclaration, chaque regard une attaque. De retour dans sa suite, elle tenta de reconstituer ce qu'elle savait. Salma n'était pas simplement influente. Elle faisait partie de l'histoire de la famille Al-Saïd, sans doute une partenaire économique ou politique de longue date, peut-être même plus. Son autorité ne venait pas de son nom seul, mais des ramifications de son pouvoir. Ce que Claire représentait, cette occidentale parachutée dans le rôle d'une épouse diplomatique, contredisait une ligne établie depuis longtemps. Elle se retrouvait au centre d'un conflit qu'elle n'avait jamais demandé à intégrer. Les jours suivants furent étrangement calmes en apparence, mais elle percevait les tensions dans les détails. Certains membres du personnel évitaient son regard, d'autres, au contraire, se montraient excessivement serviables, comme pour masquer un malaise diffus. Karim lui-même restait présent mais plus distant, comme s'il gérait quelque chose de plus grand que lui. Il passait ses journées enfermé dans des réunions et ses soirées étaient plus courtes, plus silencieuses. Claire observait tout cela avec attention, se préparant sans le dire à devoir faire face. Puis vint le moment d'un autre événement, cette fois plus restreint, organisé dans une villa périphérique, en présence de quelques investisseurs triés sur le volet. L'ambiance y était plus détendue, mais l'essentiel se jouait dans les conversations informelles, dans les gestes subtils. Claire sentit qu'on l'observait à nouveau. À un moment, alors qu'elle discutait avec un diplomate italien, elle remarqua Salma à quelques mètres. Le regard que cette dernière lui lança n'était plus celui d'une adversaire feutrée. C'était celui d'une femme qui savait qu'elle perdait du terrain. C'est à ce moment-là que Claire comprit qu'elle ne pouvait plus rester passive. Son rôle dépassait le protocole. Elle devenait une variable politique, un levier, une image qui pesait dans les décisions. Elle se promit de ne plus subir. Peu importait ce qu'elle avait signé, peu importaient les menaces implicites. Elle allait prendre sa place dans ce jeu, pas en jouant un rôle mais en devenant actrice du présent. Elle n'avait peut-être pas les armes traditionnelles, mais elle avait autre chose, l'imprévisibilité. Et dans un monde gouverné par les stratégies et les pactes invisibles, cette imprévisibilité pouvait bien être sa seule force. Le lendemain de la réception dans la villa périphérique, Claire ne se leva pas avec la même lenteur ou la même docilité que les jours précédents. Quelque chose s'était fissuré la veille. Le regard que Salma lui avait lancé, chargé de menaces et d'inquiétudes mêlées, n'avait pas provoqué de peur, mais un déclic. Elle comprenait enfin qu'elle n'avait plus le luxe d'attendre, d'interpréter les événements comme des signes extérieurs à elle. Si elle ne voulait pas être dévorée par ce monde aux règles implicites, elle allait devoir apprendre à s'y imposer. Pas comme une figurante, pas comme une employée temporaire, mais comme une entité à part entière. On l'avait engagée pour jouer un rôle, elle avait accepté. Mais désormais, elle allait le remodeler à sa manière. Dès le matin,
Elle demanda à rencontrer Hassan, le responsable discret des affaires culturelles du palais, celui qui supervisait l'agenda diplomatique et entretenait la bibliothèque privée. Il la reçut avec un mélange de politesse et de curiosité. Claire, directe, lui expliqua qu'elle souhaitait en apprendre davantage sur les coutumes locales, sur l'histoire économique de la région, sur les alliances commerciales en cours. Hassan, d'abord surpris, s'exécuta. Il lui proposa une série de lectures et de documents classés non confidentiels, assez pour lui fournir une base solide. Pendant plusieurs heures, Claire lut, surligna, prit des notes. Elle voulait comprendre non seulement ce que représentait Karim, mais surtout ce que représentait sa propre présence à ses côtés. Chaque information, chaque nom, chaque acronyme devenait une pièce d'un puzzle dont elle se rapprochait enfin. Elle ne s'arrêta pas là. Lors des dîners suivants, au lieu de se contenter d'un rôle de compagne silencieuse, elle commença à intervenir, pas frontalement, mais subtilement. Une remarque bien placée, une citation précise d'un article économique récent, une allusion à une réforme commerciale en discussion à Bruxelles. Les réactions ne tardèrent pas. Certains convives, d'abord surpris, se mirent à l'écouter avec plus d'attention. On ne la regardait plus seulement comme l'épouse supposée de Karim, mais comme une interlocutrice capable de formuler une opinion. La stratégie, bien que risquée, s'avéra payante. Karim ne commenta pas ce changement immédiatement, mais ses regards devinrent plus longs, plus attentifs. Il semblait redécouvrir cette femme qu'il pensait avoir cantonnée à un rôle bien défini. Un soir, après une réception particulièrement intense, il lui adressa une phrase simple, mais lourde de sens. « Ce que vous avez dit sur les normes européennes, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en 3 jours. Vous avez été sous-estimé. » Claire le regarda sans détour. « Ce n'est pas la première fois, mais c'est peut-être la dernière. » Karim sourit légèrement, un sourire différent des précédents. Moins contrôlé, plus personnel. Le lendemain, Claire sollicita un rendez-vous avec Amal, une des collaboratrices de longue date de Karim, responsable des relations presse. Elle lui proposa des idées pour améliorer la perception de leur réception, notamment auprès de la presse occidentale, en intégrant des éléments de dialogue culturel au lieu de simples démonstrations de richesse. Amal, d'abord sceptique, écouta, prit note et promit d'en discuter avec l'équipe. Ce fut un tournant discret mais symbolique. Claire entrait dans le cercle des voix qu'on écoutait, même brièvement. Entre-temps, Salma continua ses apparitions silencieuses. Elle ne parlait plus à Claire, mais l'observait toujours. Ses silences étaient devenus plus durs, ses sourires plus rares. Elle comprenait que Claire ne se laisserait pas effacer. Elle n'était pas une distraction passagère, mais une présence qui se consolidait. Lors d'un dîner réunissant plusieurs acteurs économiques majeurs de la région, Claire fut invitée à la table d'honneur, non plus seulement en tant qu'accompagnante, mais comme représentante du couple dans le cadre d'un échange d'idées sur les partenariats Europe-Moyen-Orient. Elle n'avait pas été avertie à l'avance, mais elle s'en sortit avec brio. Elle utilisa ses connaissances fraîchement acquises, mêlant diplomatie et concision. Elle évita les écueils, contourna les questions pièges et proposa même une métaphore qui fit sourire un diplomate britannique réputé pour son sérieux. Karim, assis à ses côtés, n'intervint que peu. Mais au moment de quitter la table, il lui souffla « Si j'avais su, je vous aurais engagée comme consultante bien avant tout cela. » Claire répondit d'un ton neutre mais ferme « Peut-être qu'un jour vous comprendrez que je ne suis pas ici pour vous servir, mais pour être utile. C'est différent. » Ce changement de posture de plus en plus visible força tout le cercle autour d'eux à s'ajuster. Le personnel du palais commença à la traiter avec une forme nouvelle de respect. Les invités, de plus en plus, la saluaient directement. Et même ceux qui doutaient d'elle au départ reconnaissaient son calme, sa capacité d'adaptation, son intelligence discrète. Elle n'était plus seulement là parce qu'on l'avait placée là, elle y restait par mérite. Mais avec cette évolution vinrent aussi de nouvelles menaces. Des courriels anonymes commencèrent à apparaître dans le système interne du palais. Certains contenaient de vagues insinuations sur le passé de Claire. D'autres étaient des avertissements plus directs, visant à semer le doute. L'un d'eux, particulièrement agressif, mentionnait ses dettes passées à Paris, ses emplois précaires, ses tentatives désespérées de retrouver un travail. Le message était clair. Quelqu'un cherchait à déstabiliser sa position actuelle en déterrant ce qu'elle aurait préféré oublier. Karim, informé, fit suivre l'affaire par ses équipes de sécurité.
mais refusa de la tenir à l'écart de la situation. Il la convoqua dans son bureau et lui présenta les documents. « On essaie de vous faire tomber, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que symbole. Ce que vous êtes en train de construire dérange. Je vous laisserai décider de la suite. » Claire prit les feuilles, les lut en silence. Puis, calmement, elle déclara « Je n'ai jamais caché d'où je viens. Je ne suis pas gênée qu'il le sache. Je suis gênée qu'il pense que cela me ferait reculer. » Elle quitta la pièce avec une détermination nouvelle. Elle n'allait pas se défendre, elle allait continuer d'avancer, parce qu'elle avait compris à ce stade que le vrai pouvoir ne venait pas de l'image projetée, mais de la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et désormais, elle ne jouait plus un rôle, elle écrivait le sien. Ce fut à Paris que la façade, si méthodiquement construite, commença à se fissurer. Claire, désormais plus affirmée, plus aguerrie, accompagnait Karim pour une série de rencontres avec des représentants d'affaires et de diplomatie en Europe. Le voyage avait été préparé avec un soin extrême. Tout devait être fluide, maîtrisé, sans surprise. Le couple arrivait comme une représentation moderne de l'équilibre entre tradition et ouverture. Claire savait quoi dire, comment s'asseoir, quand intervenir. Elle maîtrisait les silences autant que les mots, les gestes autant que les expressions. Elle n'avait plus peur de ce monde, elle y avait trouvé sa place. La première réception se déroula dans une ambassade luxueuse du 16e arrondissement. Karim y était attendu comme un acteur stratégique d'un projet de coopération bilatérale. Claire, à ses côtés, salua les invités, échangea avec élégance et se fit remarquer pour sa sobriété et son aisance. Elle parlait de Paris avec affection, de son expérience au Moyen-Orient avec respect. Tout se passait comme prévu. Les journaux du lendemain saluèrent l'élégance du couple, leur complémentarité, leur discrétion. L'image fonctionnait, le symbole prenait racine. Mais à peine 2 jours plus tard, l'ordre fragile bascula. Un email anonyme, transmis à plusieurs rédactions françaises et étrangères, fit surface. Il contenait un dossier attaché, compilé avec minutie. Y figuraient des extraits de documents administratifs, des courriels privés, des copies d'anciens contrats de travail précaires, accompagnés de commentaires insinuants. Le message était clair. Claire Moreau n'était pas la femme qu'elle prétendait être. Elle était présentée comme une opportuniste, prête à tout pour gravir les échelons, même à s'infiltrer dans des sphères diplomatiques en mentant sur son passé. Le timing n'était pas anodin. Le soir même, une réception organisée par un important groupe d'investissement devait réunir des décideurs économiques de premier plan. Claire devait y tenir un bref discours introductif sur les liens culturels entre les pays européens et le Golfe. Mais en arrivant à l'hôtel où se tenait l'événement, elle perçut immédiatement que l'ambiance avait changé. Les regards n'étaient plus curieux ou admiratifs, mais lourds de soupçons. Les chuchotements reprenaient dès qu'elle tournait le dos. Certains invités évitaient son regard, d'autres la saluaient du bout des lèvres. Avant même qu'elle ne monte sur scène, Amal, la responsable des relations presse, s'approcha d'elle. Son visage était tendu, ses gestes brusques. « Il faut que tu vois ça », dit-elle en lui tendant un téléphone avec l'écran ouvert sur un article en ligne. Claire lut. Elle lut sans respirer. Chaque mot était une attaque déguisée, une mise en doute de sa légitimité, une tentative de la ramener à ce qu'elle avait été, à ce qu'elle n'avait jamais cherché à cacher, mais que le monde, visiblement, n'acceptait pas dans ce nouveau décor. Amal tenta de la rassurer, de minimiser. Ce genre d'attaque ne dure pas. On démentira. On gérera. Mais il était trop tard. La scène n'était plus un lieu d'expression. Elle était devenue un tribunal. Karim arriva à cet instant. Il était resté en retrait, consultant ses propres contacts, essayant d'évaluer la gravité de la situation. En la voyant, il resta silencieux. Il la regarda et dans ses yeux, elle ne vit ni colère ni soutien. Elle ne vit qu'une évaluation silencieuse. Il cherchait à savoir s'il devait la défendre ou se distancer. Claire, alors, fit ce que personne n'attendait. Elle prit le micro comme prévu, monta sur scène et parla. Mais elle ne lut pas le discours prévu. Elle improvisa calmement, posément. Elle parla de la complexité des parcours, de la vérité des identités, de la violence que représentait la réduction des gens à leurs erreurs passées. Elle ne se défendit pas. Elle affirma, et lorsqu'elle termina, la salle resta muette. Pas un applaudissement, pas un mot. Karim ne la rejoignit pas. Il resta au fond de la salle, les bras croisés, les yeux sombres. Plus tard dans la nuit,
Il lui envoya un message bref. 3 phrases. « Tu devrais retourner à Paris. Le contexte est trop sensible pour que je puisse t'exposer davantage. Je suis désolé. » Elle quitta l'hôtel sans un mot. Elle n'attendait pas qu'il vienne, et il ne vint pas. Elle reprit l'avion seule, avec pour seul bagage un silence brutal et une dignité intacte. De retour à Montreuil, elle réintégra son studio, désert et poussiéreux, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Pendant plusieurs jours, elle évita les médias, ignora les appels. Elle était de nouveau invisible, mais pas effacée. Elle observait, et peu à peu, une idée germa. Elle voulait comprendre qui avait orchestré cette attaque. Elle voulait savoir d'où venait le dossier, qui avait fouillé dans ses archives, qui avait orchestré cette humiliation. Parce que ce n'était pas un hasard. Il y avait eu une intention, une volonté de nuire, et elle n'allait pas l'ignorer. Elle recommença à creuser, à relire ses échanges, à revoir les profils des personnes rencontrées. Elle traça des liens. Plusieurs éléments pointaient vers un même nom, Salma al-Zahra. Tout ce qui avait commencé à se tendre entre elles, tout ce qui s'était manifesté dans les regards et les silences, trouvait maintenant une cohérence cruelle. Salma n'avait jamais digéré sa présence. Et plus encore, elle avait tout intérêt à l'éliminer du jeu. Ce n'était pas une vendetta personnelle. C'était une stratégie. Claire n'était pas un danger pour elle. Elle était un obstacle à ses ambitions. Elle avait été sacrifiée, oui, mais elle refusait d'être une victime. Elle n'allait pas disparaître dans le silence. Elle n'avait plus de palais, plus de statut, plus de protection. Mais elle avait une vérité. Et cette vérité, elle comptait la faire entendre. Pas pour Karim, pas pour se venger, mais parce que sa voix, pour une fois, ne dépendait plus de personne. Elle lui appartenait entièrement. Les jours qui suivirent son retour à Paris plongèrent Claire dans un silence volontaire. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi cela lui était arrivé, mais plutôt comment cela avait été orchestré. Le déroulement de l'attaque avait été trop bien exécuté pour être une simple coïncidence. Le timing, le contenu du dossier, la diffusion internationale ciblée, tout indiquait une manœuvre planifiée, réfléchie, probablement de longue date. Elle décida donc de se réapproprier les faits, un à un, avec une méthode presque froide. Elle reprit ses recherches en solitaire, comme à l'époque où elle passait ses nuits à postuler à des emplois sans réponse. Elle n'attendait plus d'aide. Elle savait que personne ne viendrait la défendre. Pas Karim, trop prudent pour prendre parti publiquement. Pas Amal, dont les messages se faisaient désormais plus distants, plus rares. Pas même les quelques contacts qu'elle s'était faits durant les semaines fastueuses à Dubaï. Elle avait été effacée sans ménagement, et le monde autour d'elle s'était déjà adapté à son absence. Elle recommença par les emails, ceux qu'elle avait envoyés, reçus, ignorés. Elle fit défiler les noms, les dates, les échanges. Elle retrouva un message étrange, reçu plusieurs semaines plus tôt, provenant d'une adresse inconnue. L'objet était banal, mais le contenu intrigant. Une demande d'information sur un projet de collaboration avec la région du Golfe, avec des questions floues, impersonnelles. À l'époque, elle l'avait ignoré. Aujourd'hui, elle comprenait que c'était peut-être un premier signe. Une tentative de sonder, de confirmer sa présence, de collecter des détails pour construire le dossier qui avait fini par être publié. Elle continua ses recherches dans les bases de données ouvertes. Elle consulta les registres des entreprises liées aux projets évoqués pendant son séjour au palais. C'est là qu'elle découvrit un détail essentiel, un projet de fusion entre une entité financière dirigée par Salma al-Zahra et un fonds souverain émirati, dont Karim était l'un des interlocuteurs clés. Le projet avait été en négociation pendant des mois, mais avait échoué quelques semaines après l'arrivée de Claire au palais. Officiellement, l'accord n'avait pas abouti à cause de divergences stratégiques, mais en recoupant les informations disponibles, Claire comprit que sa propre présence dans l'entourage immédiat de Karim avait été perçue comme une provocation par Salma. Elle fit appel à une ancienne connaissance, travaillant dans le secteur juridique, quelqu'un qu'elle avait aidé autrefois lors d'un stage dans une entreprise parisienne. L'homme, désormais consultant indépendant, accepta de la rencontrer dans un café discret du Marais. Elle lui expliqua la situation, sans donner tous les noms, mais en décrivant les faits. Il l'écouta en silence, puis lui confirma ce qu'elle soupçonnait. Quelqu'un, probablement lié à un réseau privé, avait demandé des informations détaillées sur son passé en France. Ces données n'étaient pas accessibles au grand public,
mais elle pouvait être obtenue avec les bons contacts et les bonnes incitations. Le dossier n'était pas le fruit du hasard, c'était une commande. Forte de cette confirmation, Claire approfondit ses investigations. Elle identifia une société de communication basée à Genève, spécialisée dans la gestion de réputation pour les grandes fortunes et les figures politiques. Cette société, selon plusieurs sources, avait été récemment sollicitée pour contrer l'influence négative d'une figure féminine européenne dans les négociations stratégiques au Moyen-Orient. La description, bien que vague, ne laissait guère de doute sur l'identité de la cible. Elle apprit que Salma entretenait depuis plusieurs années des relations contractuelles discrètes avec cette société. Ce fut la pièce manquante. Claire, à cet instant, ne ressentit pas de colère explosive. Elle fut saisie d'un calme étrange, presque clinique. Elle ne pouvait rien effacer, rien réparer, mais elle pouvait exposer. Elle rassembla toutes les données, les documents, les correspondances, les archives publiques. Elle construisit une chronologie, claire, logique, implacable. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que la vérité soit documentée, accessible, irréfutable, même si personne ne la lisait, même si personne ne la relayait. Elle rédigea un rapport précis qu'elle envoya à 3 journalistes qu'elle avait repérés pour leur sérieux et leur indépendance. Pas dans les grands médias internationaux, mais dans des plateformes reconnues pour leur rigueur. Elle ne s'attendait pas à un scandale, elle n'attendait rien. Elle voulait simplement que le silence cesse de protéger les coupables. Une semaine plus tard, un premier article fut publié. Il ne citait pas les noms par prudence juridique, mais évoquait la manipulation de la réputation d'une citoyenne française utilisée dans un cadre diplomatique comme instrument de pression dans un conflit d'intérêts économiques. L'article fut partagé, analysé, commenté, sans bruit excessif mais avec sérieux. Il devint la base d'une discussion plus large sur les abus de pouvoir, la manipulation de l'image dans les hautes sphères, l'usage stratégique de la déstabilisation publique. Karim, de son côté, ne réagit pas officiellement. Mais quelques jours plus tard, Claire reçut un message discret, transmis par l'un des membres de l'ancienne équipe de sécurité du palais. Le message disait simplement « Il sait, et il regrette de ne pas avoir agi plus tôt. » Rien d'autre. Elle n'en demanda pas plus. Elle n'attendait plus d'excuses, encore moins de réparation. Ce qu'elle avait perdu ne pouvait être rendu. Mais elle avait gagné autre chose, la certitude d'avoir agi, d'avoir cherché, d'avoir mis en lumière une vérité que d'autres auraient préféré garder dans l'ombre. Et dans cette certitude, elle trouva enfin une forme de paix, pas de repos, pas d'oubli, mais une paix froide, solide, indiscutable. Elle n'était plus une victime, elle était désormais un témoin lucide. Ce fut un mercredi après-midi de janvier, froid et sans éclat, que Karim réapparut. Claire était dans un café discret du 11e arrondissement, en train de relire pour la 4e fois un courrier officiel reçu la veille d'un cabinet juridique parisien, annonçant que certaines démarches judiciaires avaient été classées faute de preuves suffisantes. Cela confirmait ce qu'elle savait déjà. Son nom avait été traîné dans la boue à dessein, mais rien n'avait été fait dans les règles de droit. Ce fut à ce moment précis qu'un homme s'approcha de sa table, silencieusement, et s'arrêta devant elle. Elle leva les yeux, et ce qu'elle vit, elle ne l'avait pas anticipé. Karim, vêtu sobrement, sans escorte, sans mise en scène, les traits tirés, les yeux fatigués, mais le maintien toujours impeccable. Elle le fixa sans parler, la gorge sèche, la respiration bloquée quelques secondes. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à l'amadouer. Il attendait qu'elle parle la première. Elle referma son dossier, posa les mains à plat sur la table et prit une inspiration brève. « Tu es en retard. De plusieurs semaines. » Il s'assit sans rien dire. Le serveur s'approcha. Karim déclina poliment. Il n'était pas là pour consommer. Il était là pour confronter. « Je sais, » répondit-il, « et je ne suis pas venu pour me justifier. Je suis venu parce que je te dois la vérité. Complète, sans filtre. » Claire croisa les bras, le regard dur. « Je ne veux ni excuse, ni explication. Je veux comprendre pourquoi tu n'as rien dit quand tout s'est effondré. Tu savais que ce dossier était faux. Tu savais que j'avais été piégé. Et tu as gardé le silence. » « Je n'ai pas gardé le silence par lâcheté, » répondit-il. « J'ai gardé le silence parce que j'étais sous pression. Immense. Des contrats en jeu, des alliances instables, des menaces économiques. J'ai voulu te protéger en t'éloignant. » Elle ricana,
sans humour. Me protéger? Tu m'as exilé, humilié publiquement, renvoyé à ma pauvreté comme si je n'avais été qu'un outil. Tu crois que c'est ça, protéger? Non, admit-il. Ce n'est pas ça. C'est fuir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fui ce que je ne pouvais pas contrôler. Claire baissa les yeux un instant, puis les releva, déterminée. Je ne t'ai jamais demandé de me protéger. J'ai signé un contrat, oui, mais j'ai respecté chaque clause, chaque exigence, et j'ai assumé plus que ce qu'on me demandait. Ce que je n'ai pas signé, en revanche, c'est le droit d'être trahi. Ce que tu as laissé faire, c'est plus qu'une erreur politique. C'est une trahison humaine. Karim ne répondit pas immédiatement. Il semblait absorbé par ses pensées, pesant ses mots comme on évalue une perte. Lorsqu'il reprit, sa voix était plus basse. Après ton départ, j'ai mené mes propres investigations. Je sais maintenant que Salma est à l'origine du dossier. Elle a utilisé ses contacts pour t'éliminer de l'équation. Elle a menti, manipulé. Mais le pire, c'est que je le savais au fond, et je n'ai rien dit. Parce que si je l'avais fait, j'aurais perdu le dernier levier qui me restait dans les négociations. J'ai choisi le pouvoir, et je t'ai perdu. Claire hocha lentement la tête. Elle savait déjà tout cela, mais l'entendre de sa bouche avait une autre résonance. Ce que tu as perdu, ce n'est pas moi. C'est ta crédibilité, ta capacité à choisir l'humain au lieu de la stratégie. Et c'est irréversible. Karim la regarda longuement, puis sortit de sa poche un document plié en deux. Il le posa sur la table sans un mot. Claire l'ouvrit. Il s'agissait d'une lettre manuscrite, datée de plusieurs semaines auparavant. Une lettre qu'il avait écrite sans jamais envoyer. Elle la lut sans l'interrompre. Il y racontait son incapacité à choisir, son admiration pour son courage, sa certitude tardive qu'elle n'avait jamais été un pion. Il y reconnaissait sa défaite intime, pas celle d'un homme d'affaires, celle d'un homme simplement. Lorsqu'elle termina, elle replia le papier et le glissa dans son sac sans commentaire. Elle ne voulait pas lui offrir une scène de pardon. Pas ici, pas maintenant. « Alors que veux-tu » demanda-t-elle. Karim redressa légèrement les épaules. « Je veux réparer. Pas te récupérer, juste réparer ce que je peux encore, et te dire que, quoi que tu décides, je soutiendrai cette décision, même si c'est ne plus jamais me revoir. » Un silence s'installa, pas hostile. Un silence de fin de chapitre. Claire se leva, remit son manteau. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ce que je sais, c'est que désormais, tu m'écouteras, et tu ne décideras plus seule. » Elle sortit du café sans se retourner. Karim resta assis un long moment, les mains croisées sur la table vide. Il ne l'appela pas. Il ne tenta pas de la rattraper. Il avait compris que pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus à lui d'écrire la suite. Et pour Claire, c'était la première fois qu'elle avait le stylo en main. Les semaines suivantes s'écoulèrent sans éclat apparent. Claire reprit un rythme presque ordinaire, fait de démarches administratives, de lecture, de solitude choisie. Elle ne vivait plus dans la peur ni dans l'urgence. Elle vivait dans l'observation, dans l'analyse froide du monde autour d'elle. Les messages de Karim devinrent rares, puis cessèrent. Aucun geste déplacé, aucune tentative de reconquête. Il semblait avoir compris que toute action précipitée serait perçue comme une stratégie de plus. Et Claire ne voulait plus être intégrée à aucun plan qui ne soit le sien. Un matin, alors qu'elle classait ses documents dans un espace de coworking du 10e arrondissement, elle reçut un appel inattendu. Une voix féminine au ton professionnel se présenta comme attachée de presse pour un think tank français spécialisé dans l'éthique des affaires internationales. Ils avaient suivi de près son dossier, notamment à travers les articles publiés discrètement quelques semaines plus tôt. Leur présidente, une ancienne députée européenne, souhaitait l'inviter à Genève pour intervenir dans un panel consacré aux figures silencieuses, prises dans des mécanismes de pouvoir économique. Claire, d'abord méfiante, demanda un temps de réflexion. L'invitée d'honneur du forum n'était autre que la présidente de la Commission européenne sur la transparence économique. Il ne s'agissait pas d'une opération médiatique, c'était une plateforme sérieuse. Et cette fois, elle ne serait pas là en tant que spectatrice, mais comme voix principale. Elle accepta. À Genève, l'accueil fut sobre, professionnel. L'hôtel n'avait rien d'ostentatoire, la logistique était organisée avec rigueur. Elle reçut les thèmes abordés, les profils des autres intervenants et une brève formation à la prise de parole en public. Elle travailla son discours avec précision, refusant toute aide rédactionnelle. Chaque mot devait porter sa signature. Lors de la première journée, elle assista à plusieurs débats,
tous très techniques, des économistes, des juristes, des représentants d'ONG. Elle écoutait, prenait des notes. Elle savait que sa parole serait attendue, analysée, peut-être contestée, mais elle était prête. Le jour de son intervention, la salle était pleine. Son nom figurait sur les brochures officielles, non comme une experte, mais comme ancienne cible de désinformation stratégique. Elle monta sur scène avec une feuille pliée en deux, sans effet de style. Elle parla simplement. Elle raconta les faits, sans exagération, sans pathos. Elle décrivit comment, à travers un contrat flou, elle avait été propulsée dans un univers où l'image prime sur l'éthique, où les silences pèsent plus lourd que les actes, où une femme sans nom devient dangereuse dès qu'elle refuse de se taire. Elle ne cita personne. Elle ne désigna aucun coupable, mais tout le monde comprit. Lorsqu'elle termina, la salle resta silencieuse quelques secondes, puis un premier applaudissement éclata. Un autre suivit. Bientôt, la salle entière résonnait de claquements de mains. Elle n'avait pas offert un scandale. Elle avait offert une leçon. Ce fut après cette intervention qu'un événement encore plus imprévu se produisit. En revenant dans les coulisses, un assistant l'intercepta. « Il y a quelqu'un ici qui souhaite vous parler. Il n'est pas dans la liste des invités, mais il a obtenu une accréditation à la dernière minute. Il est déjà dans la salle de presse. » Elle suivit l'assistant, tendue mais curieuse. Lorsqu'elle franchit la porte, elle le vit. Karim, debout, vêtu sobrement, seul, sans aucune escorte. Il s'avança mais garda ses distances. « Je suis venu sans invitation, dit-il. J'ai écouté ton discours depuis le fond de la salle. Je voulais te voir dire ces mots, te voir exister pleinement, sans le moindre filtre. » Claire ne répondit pas. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Mais elle ne comprenait pas encore pourquoi il était là. Il poursuivit. « Tu as raison. Tout ce que tu as dit. Je voulais que tu saches que je ne suis plus allié à Salma. J'ai rompu les liens économiques. Ce n'était pas facile. Mais j'ai compris que continuer avec elle, c'était continuer à valider ce qui t'a été fait. » Claire plissa les yeux. « Et tu crois que ce geste suffit ?» ?»« Non, répondit-il. Je ne crois plus à ces équilibres fondés sur le sacrifice des autres. Je n'attends rien. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à reconstruire, pas à revenir au passé. À bâtir quelque chose de nouveau, autrement. Et si tu refuses, je le comprendrai. » Il fit une pause, puis ajouta « Mais sache une chose. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as affronté, je ne l'ai pas oublié. Et je ne le laisserai plus jamais arriver à une autre femme dans mon entourage. » Claire se détourna, ouvrit la fenêtre de la pièce et respira lentement l'air froid qui entrait. Elle n'était pas émue. Elle était lucide. Elle se retourna enfin. « Ce que j'ai dit sur scène, ce n'était pas un message pour toi. C'était pour moi. Pour toutes celles qui se taisent encore. Si tu veux faire partie de quelque chose de nouveau, ce ne sera pas à mes conditions, ni aux tiennes. Ce sera à égalité, ou rien. » Karim acquiesça, les yeux fixes. « C'est exactement ce que je suis venu proposer. » À ce moment précis, Claire comprit que l'histoire qu'elle croyait finie n'était peut-être pas à reprendre, mais à redéfinir. Non pas dans les termes du passé, mais dans ceux du présent. Et cette fois, ce serait elle qui tracerait la première ligne. Le lendemain du Forum de Genève, Claire ne retourna pas immédiatement à Paris. Elle prolongea son séjour de quelques jours, non pas pour fuir, mais pour réfléchir. Pas dans l'urgence, pas dans l'instinct de survie, mais dans une lucidité nouvelle. Elle passa ses journées dans une chambre simple, presque austère, d'un petit hôtel non loin du lac. Elle lisait les retours médiatiques de son discours, tous respectueux, parfois élogieux, mais elle ne se laissa pas emporter. Elle savait que la reconnaissance était volatile, que les éloges ne pesaient rien face aux responsabilités qu'elle assumait désormais. Ce qu'elle avait dit n'était pas une revendication, c'était une position, et la maintenir serait bien plus exigeant que de la proclamer. Karim, fidèle à sa parole, ne la contacta pas pendant ces jours-là. Il ne tenta pas de forcer un rapprochement, ne fit aucune déclaration publique. Il respectait l'espace qu'elle avait revendiqué. Ce silence, pour la première fois, n'était pas une fuite. C'était un respect. Claire l'interpréta comme tel. Elle retourna à Paris en train seule, les yeux fixés sur le paysage hivernal qui défilait. Son téléphone resta éteint pendant tout le trajet. Une fois arrivée, elle trouva dans sa boîte mail un message bref, envoyé depuis une adresse privée. Il s'agissait d'un document de proposition. Un contrat, cette fois rédigé dans une langue claire, sans ambiguïté, sans ligne dissimulée. Karim lui proposait une collaboration professionnelle officielle,
une mission de conseil indépendante en images publiques et diplomatie culturelle, pour un projet qu'il préparait depuis plusieurs mois, un programme de formation pour jeunes entrepreneurs issus de zones marginalisées du Moyen-Orient en partenariat avec plusieurs institutions européennes. Il ne s'agissait pas d'un rôle symbolique. Elle aurait carte blanche pour concevoir les contenus, encadrer les interventions, organiser les échanges. Son nom apparaîtrait comme cofondatrice du projet. Claire lut le document en entier, 2 fois. Elle ne trouva aucune clause douteuse, aucune arrière-pensée masquée. Tout y était. Les responsabilités, les délais, la rémunération, les engagements de transparence. Elle fit appel à un avocat de confiance, non pas par méfiance, mais par rigueur. Après vérification, il confirma. C'était un contrat équitable. Elle répondit à Karim par un message court « J'accepte, mais tout devra être discuté de vive voix ». Ils se retrouvèrent une semaine plus tard dans un bureau discret, loué pour l'occasion dans un centre d'affaires parisien. Pas dans un palais, pas dans un hôtel de luxe, un espace neutre, sans décor ostentatoire. Claire arriva en avance, comme toujours. Karim entra à l'heure exacte. Il portait un costume simple, sans insigne, sans prétention. Lorsqu'il s'assit en face d'elle, ils échangèrent un regard long, sans animosité. « Tu as lu chaque mot ?» demanda-t-il. « 3 fois, répondit-elle. « Et je n'en signerai pas un seul si quelque chose change sans mon accord. Rien ne changera sans ton autorisation. Tu as mon engagement. » « Très bien. Alors je veux ajouter une clause. » Il fronça légèrement les sourcils, mais l'invita d'un geste à continuer. « Que cette collaboration n'implique aucune confusion sur la nature de notre relation. Ce partenariat est professionnel. Si d'autres choses se développent, ce sera ailleurs, autrement. Ce document n'aura rien à voir avec ça. » Karim acquiesça sans discuter. « C'est raisonnable et juste. » Ils signèrent ensemble, à égalité, en même temps. Pas de hiérarchie imposée, pas de geste théâtral. Ce n'était pas une alliance diplomatique, ni une réconciliation sentimentale. C'était un accord de principe entre 2 individus qui avaient vu l'un l'autre au plus près du pouvoir, de la chute, du silence, et qui choisissaient, cette fois, de bâtir quelque chose de vrai. Les mois qui suivirent furent intenses. Claire s'investit totalement dans le projet. Elle voyagea entre Paris, Bruxelles et Amman, où de jeunes participants avaient été sélectionnés pour les premières sessions pilotes. Elle organisa les plannings, structura les modules de formation, sélectionna les intervenants. Elle rencontra des partenaires de fondations privées, des universitaires, des membres d'ONG. Elle parlait peu de son passé, ne mentionnait jamais son rôle au palais, ni les événements précédents. Elle n'avait rien à prouver. Son travail parlait pour elle. Karim, de son côté, restait présent, mais à distance respectueuse. Il ne cherchait pas à se rapprocher. Ils collaboraient efficacement, mais sans jamais franchir la frontière qu'ils avaient définie ensemble. Ils se voyaient dans les réunions, échangeaient par messages, débattaient parfois avec vivacité, mais toujours dans un cadre clair. Leur relation était devenue un exemple de ce que pouvait être une collaboration équilibrée entre 2 individus autrefois liés par des circonstances troubles. Ce fut lors d'un dîner de travail à Lisbonne, après une conférence réussie, qu'un moment inattendu surgit. Ils étaient seuls dans un restaurant discret, leur équipe ayant préféré rester à l'hôtel. Le repas touchait à sa fin. Le vin portugais n'avait pas été commandé. Claire, fatiguée mais sereine, regardait la mer au loin à travers la vitre. Karim, pensif, rompit le silence. « Tu sais que tout ceci n'était pas censé arriver. » Elle tourna la tête. « Rien de ce que j'ai vécu depuis 1 an n'était censé arriver. Mais je ne regrette pas. » Il la regarda longtemps. Moi non plus. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Ce n'était pas un aveu, ni une promesse. C'était une constatation. 2 trajectoires qui avaient frôlé la destruction et choisi malgré tout la reconstruction. Ce soir-là, ils rentrèrent chacun dans leur chambre, sans geste équivoque, sans mot de trop. Mais avec la certitude silencieuse que ce qu'ils avaient construit tenait debout, non pas sur un mensonge, ni sur un contrat mal rédigé, mais sur une volonté partagée de ne plus se perdre dans le chaos des apparences. Et cette base, pour Claire, était la plus solide qu'elle ait jamais connue. Le printemps s'était installé doucement dans la région de Dubaï. L'air n'était plus brûlant comme il l'avait été lors de la première arrivée de Claire, mais chargé d'un vent sec et chaud, presque apaisant. Elle n'était plus montée à bord d'un vol en direction du Moyen-Orient depuis plusieurs mois. Son travail avec Karim s'était poursuivi à distance, ponctué de conférences et de réunions, à Paris, à Genève
et à Lisbonne. Le projet qu'ils avaient lancé ensemble avait pris de l'ampleur, gagnant en crédibilité et en reconnaissance. Les jeunes entrepreneurs formés parlèrent de Claire comme d'une mentor exigeante, mais accessible. Le nom de Karim n'était plus associé à des opérations opaques, mais à une initiative transformatrice. Un jour de mai, elle reçut une invitation, un message sobre, sans en-tête officielle. « Je te propose de revenir, non pas en tant qu'invité, non plus en tant qu'actrice d'un rôle. Reviens comme toi-même. Ce lieu n'est plus celui du mensonge. » Le message portait la signature de Karim, manuscrite, en photo jointe. Aucun argument, aucune pression, juste une invitation. Elle hésita longuement. Elle relut chaque mot plusieurs fois. Puis, sans avertir personne, elle réserva son billet. Lorsqu'elle arriva, elle ne fut pas accueillie avec faste. Pas de chauffeur en costume, pas de tapis déroulé, pas de mise en scène. Un simple employé de l'aéroport l'attendait avec un panneau à son nom. Il la conduisit jusqu'à une voiture standard, propre, climatisée, mais sans luxe ostensible. Sur la route vers le palais, Claire constata que certains quartiers avaient changé. De nouveaux bâtiments, de nouvelles routes, des projets en construction. Le monde bougeait et elle aussi. À l'entrée du domaine, le portail s'ouvrit silencieusement. Ce n'était plus le même personnel. La plupart des visages lui étaient inconnus. Elle comprit que Karim avait réorganisé beaucoup plus que ses affaires économiques. Elle fut conduite non pas à la suite qu'elle avait connue, mais à une chambre d'amis dans une aile discrète, rénovée avec simplicité. Sur le lit, un dossier l'attendait. À l'intérieur, les dernières actualités du programme, des lettres manuscrites de plusieurs participants, des comptes rendus de presse. En bas, une note de Karim. Demain matin, au jardin. Elle dormit peu, pas par anxiété, mais parce qu'elle avait conscience de l'étape qu'elle était sur le point de franchir. Elle n'était plus dans la fuite, ni dans l'improvisation. Ce voyage n'était pas une échappatoire. C'était une décision consciente, un point d'ancrage dans un cycle qui devait se refermer. Le lendemain, elle se rendit au jardin. C'était le même que celui de leur premier dîner. Rien n'avait été modifié, hormis les plantes plus matures, les fleurs mieux entretenues, les chemins plus nets. Karim l'attendait debout près de la fontaine centrale. Il portait une tenue traditionnelle sobre, les mains croisées dans le dos. Lorsqu'il la vit, il s'approcha lentement. Ils se saluèrent sans formalisme. Le silence s'installa entre eux, mais il n'était plus pesant. Il était rempli d'une histoire partagée. « Merci d'être venu, dit-il. Merci de m'avoir invité. » Ils marchèrent quelques instants côte à côte, sans direction précise, puis Karim s'arrêta. Il regarda le jardin, puis se tourna vers elle. « Tout ce que nous avons construit ensemble depuis que tu es parti, cela m'a appris une chose essentielle. L'égalité réelle entre deux personnes exige de la vérité. Et cette vérité ne peut pas être négociée. J'ai passé ma vie à calculer, à prévoir, à manipuler les apparences. Avec toi, j'ai appris à attendre, à écouter, à accepter de ne pas contrôler. » Claire écoutait, calme, les mains détendues, le regard droit. « Ce que nous avons construit est réel, dit-elle, mais ce que nous deviendrons ne peut pas être une prolongation de l'ancien. Je ne veux pas d'un pacte voilé. Je ne veux pas être l'exception qui justifie un changement passager. Si je dois rester dans ta vie, ce sera en tant que Claire, pas comme symbole, pas comme fonction, pas comme caution. Juste moi. » Karim hocha lentement la tête. « C'est ce que je veux. Je ne te propose pas de recommencer, je te propose de commencer. Cette fois sans contrat, sans rôle, sans mise en scène. Si tu acceptes, je ne te demande pas une réponse définitive. Juste de rester ici quelques jours, de vivre sans obligation. Et ensuite, tu décideras. » Elle ferma les yeux un instant. Elle se souvenait de la première fois où elle avait foulé ses dalles, pleine de peur, de confusion. Aujourd'hui, elle se tenait droite, libre de partir ou de rester. Elle savait ce qu'elle valait. Et surtout, elle savait qu'aucune décision ne définirait toute sa vie. Elle répondit sans détour. « Je vais rester quelques jours. Pas pour toi, pas pour ce lieu, pour moi. Parce que j'ai envie de voir ce qui peut émerger lorsque personne n'attend rien. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se touchèrent pas. Mais quelque chose de solide, de nouveau, venait de naître dans l'espace entre eux. Claire n'avait pas choisi un homme. Elle n'avait pas choisi une vie luxueuse. Elle avait choisi la possibilité d'être elle-même, enfin, dans un monde qu'il avait d'abord nié, ensuite instrumentalisé, et qui aujourd'hui, par une improbable série de ruptures, lui ouvrait un espace où elle pouvait respirer.
Ce qui avait commencé comme une erreur, une méprise, une tentative désespérée de fuir un échec, était devenu un passage, non pas vers un conte de fées, mais vers une vie qu'elle écrivait désormais avec sa propre main. Sans contrat, sans promesse, mais avec un regard clair et les deux pieds fermement ancrés sur le sol.